Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, soir. Bonsoir messieurs, on avait dit qu'on le dirait pas, mais on le dit quand même. Oui, bah oui, tout de même, au début. Déjà comment Voilà. ça va dans le chat? J'espère que vous allez bien, vous revenez tout juste, du mondial des métiers, de ce qu'on a vu et là on passe tout de suite avec une vue sur mer incroyable à Saint-Malo. Oui. Commençons Un peu d'abord poussé par lui, oui. par remercier l'Escale Océania, l'hôtel qui nous accueille, hôtel 3 étoiles sur le Sillon, absolument magnifique. Donc merci beaucoup à eux, on a une super vue en tout cas, et j'espère que vous pourrez apprécier la vue aussi. Bonjour DJK698, toujours des noms faciles à dire. Oui. Et nous sommes avec deux personnes très charmantes. Comment vous appelez-vous? Bonjour, donc Quentin Soudet. Aaron Lemoine, bonjour. Voilà, et donc vous travaillez au laboratoire de la mer du groupe Perigo, c'est ça. Voilà, on peut le voir justement sur votre petite veston. Et également en haut du chat, juste là, c'est marqué. Voilà. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu peux peut-être dire ce qu'on va faire un petit peu. Donc, du coup, on va vous parler à peu près de... Qu'est-ce qu'on va parler, monsieur? Votre entreprise, voilà, de votre entreprise. Le stress, toujours bon. Et Tout va bien se passer. un débat Oui, un des vagues de Super intéressant d'hier. l'IA au travail. L'IA, mais aussi un petit peu perso, donc on attendra vos avis évidemment aussi dans le chat. Mais l'IA au travail et aussi l'IA dans la vie perso. Et plus au travail, vu qu'on a des professionnels. C'est ça. Alors, donc, pour commencer, c'est vous occupez quel poste dans votre entreprise? Tu veux que je commence? Vas-y, Quentin. Donc voilà, effectivement, alors je m'appelle Quentin, je suis responsable RH au laboratoire de la mer, donc pour les deux sites du groupe Perigo qui sont présents en Bretagne. Donc moi je suis directeur informatique des laboratoires de la mer sur le site de Malo et de Plélo. D'accord. Alors peut-être pour expliquer quel est ton métier plus précisément, qu'est-ce que tu fais tous les jours, Quentin? C'est assez riche, je pense. En tout cas, voilà, je m'occupe de l'ensemble des ressources humaines, donc sur les aspects qui vont être du recrutement à la formation, développement des compétences, accompagner, on va dire, les managers aussi dans leur prise de poste ou les collaborateurs. Ça va passer aussi par de la communication avec l'équipe, étant donné qu'on a une personne qui s'occupe de la communication interne, externe, et au quotidien. Après, ça va être aussi gérer les relations avec les membres du comité économique et social, donc ce qu'on appelle le CSE, donc c'est les relations entre les salariés et la direction. Voilà. D'accord. Et donc toi, Erwan? Et donc moi je m'occupe de tout ce qui est système informatisé, donc ça va des ERP, donc l'ERP c'est la colonne vertébrale de la société qui va nous servir à gérer aussi bien de la partie financière, de la partie qualité, aussi bien de l'informatique purement industrielle, puisque donc on a des usines, donc dans nos usines on a aussi des systèmes informatisés, donc on a du réseau, on a de la téléphonie, on a tout un tas de choses, donc tout ça c'est sous le pôle du système informatique. Donc ça veut dire que c'est vous qui gérez par exemple tous les aspects de l'informatique, des machines elles-mêmes? Donc Alors, ou c'est votre métier? Alors c'est un autre métier, mais aujourd'hui, en fait, l'automatisme et l'informatique sont quand même extrêmement liés, puisque dans nos machines, aujourd'hui, on essaie de les rendre un peu intelligentes, et surtout que dans nos machines, on essaye de récupérer de la donnée, des analyses statistiques, par exemple, pour nos produits, et donc on doit les connecter au système informatisé pour récupérer de la data, en fait, pour pouvoir traiter de sa data derrière, en fait. Je repense à on a fait une visite tous les deux avec Quentin de votre laboratoire. Et il y avait des machines, enfin pas des machines, des écrans qui indiquaient les statistiques des chaînes. Tout à fait. Par raison de votre travail. Donc ça, tout ça, c'est effectivement géré pour la partie informatique. Ok, très bien. Peut-être passer à la partie pro du coup. Oui, bah moi du coup j'ai pas les questions comme ça. Quel est votre parcours professionnel? Est-ce que vous avez fait une école? Vous avez un diplôme particulier pour être au laboratoire de la mer? Alors moi, mon parcours pro, j'ai fait donc une licence en informatique industrielle et très orientée automatisme. Donc après, je suis rentré dans le monde du travail en intégrant une société qui était basée dans le Finistère, où on était les leaders mondiaux de toute la partie ce que l'on appelait l'aviculture et donc dans le monde avicole. Et en fait, ce qui m'a permis de travailler pendant 7 ans dans le monde entier. Donc après, j'ai réintégré une autre société dans la sécurité, la fabrication des véhicules blindés. Donc pareil, toujours le même poste, directeur informatique, donc toujours à peu près les mêmes métiers, même si les produits étaient différents. Et donc maintenant, depuis 10 ans, j'ai intégré le laboratoire de la mer. Et donc voilà, j'ai 3 sociétés différentes sur tout mon parcours. Ok. On commence. Ok. Et du coup, 3 trucs bien différents aussi quand même. Et trois typologies de produits totalement différentes, mais le point commun, c'est Ouais, ça reste informatique. l'informatique. Le produit fabriqué est totalement différent.
mais les structures, les logiciels qu'on utilise sont souvent équivalents. Ok, bon. Vous êtes dans votre milieu, là, en fait. Exactement. Très bien. De mon côté, je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Moi, je sais qu'au démarrage de mon parcours, j'ai fait un bac général, un bac littéraire. Souvent, on se pose la question à la fin d'un bac général, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'on n'a pas forcément de stage, on ne sait pas forcément vers quoi se tourner. Et donc moi, j'ai décidé de partir en finale de bifurquer sur une formation plutôt technique. Donc je suis parti en BTS assistant de gestion. En tout cas, à l'époque, ça s'appelait assistant de gestion PME PMI. Donc j'ai décidé de le faire en alternance pour découvrir dans une entreprise qu'est-ce qu'on y fait. Donc c'est quelque chose qui m'a permis de m'orienter, étant donné qu'on faisait de la compta, de la finance, de la com, du RH, du commercial, beaucoup de choses, de l'administratif. Et donc j'ai commencé dans une PME qui faisait de la prestation de services industriels. Donc on envoyait des techniciens, des personnes en bureau d'études pour sous-traiter pour des grandes entreprises comme Coca, comme Sanofi, comme Safran, voilà, des grands groupes internationaux. Et ça m'a permis de découvrir, on va dire, tous ces aspects, et j'ai voulu du coup bifurquer un peu plus vers les ressources humaines. Donc j'ai pu continuer dans cette entreprise-là sur une licence, donc économie, droit, gestion au CNAM, et ensuite ça m'a donné le goût en fait du recrutement. On m'a laissé l'opportunité dans cette entreprise-là de développer un peu plus une activité en lien avec le recrutement. J'y ai passé 2 ans de plus. J'ai voulu partir plutôt après dans un groupe industriel, parce qu'on voyait les clients de loin. Donc après, l'intérêt était de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment chez ces clients, chez qui on mandate et qu'on propose des candidats. Et donc j'ai pu intégrer un groupe industriel pharmaceutique. Donc c'est un ancien site GSK, où c'est plutôt un peu Buster Pharma, souvent plutôt connu. Et le site venait d'être acheté par un groupe sud-africain, donc Aspen. Et j'y ai passé 9 ans, donc en alternance CDD. J'ai évolué en termes de responsabilité sur un rôle de responsable RH, on va dire opérationnel, et je suis arrivé donc depuis juin 2023 au laboratoire de la mer. Vous avez fait la très grande partie de votre carrière dans l'industrie Et ça dans l'industrie pharmaceutique, et donc après la licence, que je vous disais, là ça a été de l'alternance, et là ça a été plus 4 et bac plus 5 en ressources humaines, quelque chose d'assez classique, mais toujours en alternance. Quelle école par hasard? Le CESI de Rouen, donc qui est à la base une école d'ingénieurs et qui a une branche, je dirais, qui est au-delà de la partie informatique ou ingénierie, qui est plutôt sur les métiers, on va dire, des ressources humaines. Et donc, on nous apprend à travailler avec des méthodologies assez similaires aux ingénieurs, on va dire, sur des outils de recherche, recherche peut-être de causes racines pour des problématiques structurées aussi, notre manière de penser ou de travailler. Et donc, du coup, c'est ça qui fait le lien avec l'industrie et l'intérêt du poste pour moi. Bah, écoutez, je pense que là, comme on a une bonne présentation de vous deux et de votre Je pose aussi une question vite fait. Parce qu'en ce moment, le poste de RH, c'est un poste à responsabilité, comme tu as dit. C'est possible du coup d'arriver directement RH en passant par une autre entreprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas de base dans l'entreprise, mais il faut quand même obtenir un poste de RH sans passer avant par d'autres postes dedans. Alors, c'est un peu géré comme l'informatique au final, là, comme Erwan. En fait, des RH, vous en avez besoin comme en informatique dans n'importe quelle structure. Donc en fait, que vous soyez dans l'agroalimentaire, vous soyez dans les services, dans une banque, voilà, sur un site industriel, on peut être RH. En fait, ça va être la compréhension de l'activité pour accompagner au mieux les collaborateurs, les opérationnels, les managers. Mais au final, vous pouvez faire RH dans énormément de structures, et le domaine d'activité est géré. Peu importe, on peut faire du service comme on peut faire de l'industrie. Produire un service ou un produit, c'est pas ça qui fait qu'on peut pas passer d'une entreprise à l'autre en tant que RH. D'accord, et du coup, c'est un poste obsolable directement, toi. Comment? C'est un poste obsolable directement. Oui, complètement. Après le diplôme, vous pouvez trouver des postes. Après, c'est avec le niveau de responsabilité, où vous allez peut-être plutôt en démarrant sur des fonctions de chargé de mission RH ou assistant RH peut-être, soit sur un côté administratif, un côté recrutement ou un côté formation. Et c'est au fur et à mesure que vous allez avoir de l'expérience que vous allez élargir vos compétences, et que ça vous permet d'avoir une compréhension plus globale. Comme je disais, la fonction RH, c'est plusieurs facettes. Ouais. Et donc c'est ça qui fait au fur et à mesure que vous pouvez atteindre des postes avec un peu plus de responsabilité. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine partie de notre émission, parce qu'on on l'a déjà dit, et puis c'est même marqué sur West, vous travaillez au laboratoire de la mer. Ouais, Mais peut-être que pour les viewers de Twitch, où les gens ne savent pas forcément ce qu'est le laboratoire de la mer, alors que pourtant ils le savent. Présenté. Alors non, juste avant, alors bon, évidemment sur la table, vous voyez évidemment qu'il y a beaucoup de produits, mais on va y revenir un peu plus tard après. D'abord, vous allez juste peut-être parler un peu de l'entreprise en elle-même, depuis quand elle est créée, qu'est-ce que vous y faites, qu'est-ce qu'on y fait simplement. Et j'ai une petite image de pour illustrer, parce que votre bâtiment, il a de la gueule quand même. Ouais. Je vous laisse présenter, du coup, déjà depuis quand ça existe, le laboratoire de la mer à Saint-Malo? Le laboratoire de la mer, c'est une existence déjà depuis plus d'une trentaine d'années. Trentaine d'années, c'est sur Saint-Malo. Sur Saint-Malo, exactement.
Tout à fait, là, c'est un site qui est spécialisé dans les produits donc de la sphère ORL, pour traiter la sphère ORL chez les enfants et les adultes. Au final, que dire de plus? On utilise une ressource naturelle, l'eau de mer, donc qui est puisée ici, justement dans la baie de Saint-Malo. Donc ça, c'est aussi, je dirais, ce qui explique l'ancrage, local, tout simplement. Donc depuis plus de 30 ans. Après, je sais pas si tu veux compléter Ouais, aussi. c'est une marque forte puisque comme aujourd'hui, enfin, Plus important. ouais, une marque forte sur un positionnement européen et mondial, puisque les produits du laboratoire de la mer, donc fabriqués à Saint-Malo, sont vendus en France, en Europe, mais à travers le monde. 65 pays. Mais 65 pays, et ça fait à peu près 35 à 37 millions d'unités de produits fabriqués en 2019, par exemple, et distribués à travers le monde. Ok, vous avez une gueule de quoi le produit aujourd'hui. Et donc, ça, je pense qu'on va y revenir après. Mais juste tout d'abord, vous n'avez pas dit le nom du produit, je crois encore. Alors effectivement, alors le produit c'est Physiomed, Solifar c'est Physiomed. Qui est à l'écran actuellement, une photo qu'on a prise du lundi dernier. Tout à fait. On a différents produits effectivement, mais le produit phare, et je dirais c'est peut-être ce qui a aussi lancé le laboratoire de la mer, c'est en 88, c'est la marque, la gamme Physiomed, pour la première fois commercialisée en France. Alors, petite question d'ailleurs, là je vais revenir peut-être à Kylian. Je vais te poser une petite question dans le chat aussi, si vous êtes chaud de répondre. D'après toi, juste en 2019, combien d'unités vendues le laboratoire de la mer le laboratoire de la mer, Allez, la rock, j'ai compris. Pas que Physiomed, juste là-bas. pas que Physiomer, ouais. Merci. Combien d'unités vendues? 65 pays, vous avez dit. Hein. Ouais. Oui, dans 5, ouais. Est-ce que ça se compterait? Non. Je sais pas si ça se compte en millions ou en milliards, parce qu'en vrai, 65 pays, c'est énorme. Milliards. Ok, quand même. 100 milliards. 300 millions peut-être? Moins que ça. Ok. Moins que ça. C'est vrai que pour nous qui vient pas du tout de la Ouais, mais là, tu peux le dire en fait, déjà, j'aurais pas imaginé dans le. la réponse c'était 35 millions d'unités vendues. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme, c'est vrai C'est qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est. Et au niveau d'équivalent en nombre de litres d'eau de mer transformée, donc l'eau de mer qui vient juste derrière là, c'est 47 millions de litres d'eau. Voilà, ce qu'on rappelle, nos produits sont faits principalement d'eau de mer. D'eau de mer, c'est justement juste à côté finalement, à 1 km de là où on est justement, de là où on est. C'est ça. C'est vrai que juste 47 millions de litres d'eau de mer, on se demande un peu où vous la trouvez. Parce que si vous prenez 47 millions, il y a combien de millions de litres d'eau en fait sur Terre, c'est... Normalement, on dit l'eau de mer, une ressource inépuisable. Ouais. Ah, je saurais établir, n'est pas loin effectivement. Donc vous l'avez dit, donc votre but c'est vraiment de créer des produits de santé à base d'eau de mer et peut-être reparler un petit peu maintenant du parcours de création d'un produit en montrant justement à l'image au stream un peu le parcours d'un produit. Déjà donc on l'a dit il y a un instant, le pompage de l'eau de mer en fait qui est présent dans vos produits qui sont juste là, il vient en fait d'un site qui s'appelle, alors est-ce que vous pouvez juste me redire le site? C'est un site Natura 2000, donc le site de la Varde, qu'il est possible de visiter d'ailleurs. Une photo du site de la Varde justement. Donc c'est, alors, je crois, si j'ai reconnu, c'est au fond de cette anse un peu, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. Donc la photo a vraiment été prise à 200 mètres peut-être de là où vous prenez les... Exactement, c'est ça. Et donc d'abord l'eau est pompée en pleine mer, donc à peu près à cet endroit-là. Ensuite elle est transférée au laboratoire et alors elle est immédiatement traitée. Ah oui. Pourquoi donc? Pour garder tous les qualités intrinsèques de l'eau de mer. Donc elle est très Une certaine fraîcheur, un peu. ouais, On peut dire ça que fraîcheur, et puis il y a tout un tas de procédés hors qualité, donc c'est pas mon métier, mais on va dire que c'est une eau de mer qui est stockée, que l'on va traiter, je sais pas moi, on va pas traiter une eau de mer, on va pas la garder 5-6 jours, c'est pas possible. Donc la finalité, c'est de traiter l'eau de mer dès qu'on la pompe pour la traiter dans nos machines, pour garder tout ce que l'on souhaite conserver. Donc nous, le principe, c'est qu'on traite par de la mécanique, on va dire. Et donc on enlève ce qui ne nous plaît pas de l'eau de mer et on garde ce qui nous plaît. Ok. Alors ça justement, j'ai vu sur votre site internet, c'était la sélection des ions par électrodialyse. Voilà. Je pense pas qu'on va rentrer dans les débois. C'est pour ça que j'ai dit la mécanique, c'est des séparations. Pour vraiment le caricaturer, on a une unité, ce qu'on appelle de fabrication. Et effectivement, comme tu le... Est-ce que c'est qui est à l'écran justement? Alors, c'est une étape, c'est l'étape ensuite. Une étape d'après, c'est l'étape d'après. En fait, quand l'eau arrive, on va dire en cylindre, effectivement, on évite de la conserver. Donc, il y a des standards en termes de temps. On ne va pas rentrer sur la qualité, mais pour éviter la contamination microbienne, bactériologique, ça va passer dans des filtres. Et en fait, ce qu'on appelle l'unité de fabrication, c'est ce traitement que vous venez de citer.
pour vraiment enlever ce qu'on ne souhaite pas, pour effectivement avoir aussi une certaine teneur en sel par rapport au produit qu'on va rechercher. Et une fois que cette solution est prête, elle est, on va dire, stérile, exempte de tout problème de contamination, elle va être remplie. Donc là, dans la zone que vous allez définir, Ouais. Donc là, c'est le remplissage, c'est ça? Donc la solution d'eau de mer un peu stérilisée, entre parenthèses. Ouais, c'est un remplissage aseptique, c'est-à-dire que c'est un remplissage qui est fait dans des salles blanches et donc sous conditions stériles. on évite de rentrer en fait, voilà, des choses qui pourraient contaminer. Donc là, l'étape que vous voyez, c'est même l'étape vraiment en amont. C'est-à-dire que cette personne est en train comment dire, d'approvisionner la ligne en flacons. Et donc ces flacons vont venir effectivement comme dans des convoyeurs pour les emmener peut-être que vous avez une photo qu'on avait pu prendre pour le remplissage. C'est lié du coup à l'étape d'après, ça, cette chaîne, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Et donc cette chaîne-là, moi j'ai noté que ça s'appelait le conditionnement, c'est bien Tout ça? à fait, conditionnement primaire. Voilà, sur chaîne directement. Et donc juste après, on a l'emballage secondaire. L'emballage secondaire, c'est la meilleure photo. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est... Ah non, ça c'est les embouts. Ça, oui, c'est du conditionnement. C'est les embouts qui sont mis dans la fenêtre. On n'a pas l'habitude, nous, en tant que client, de voir plein d'embouts. Non, c'est bizarre. Normalement, vous n'avez qu'un dans votre produit, vous n'avez pas un. Il y en a deux, c'est carré juste aussi. J'en ai toujours eu qu'un, oui. Et donc là, on retrouve du coup le produit final, donc Physiomère, que je montrais tout à l'heure. C'est mis en élevé. Donc là, sur ce produit, si vous regardez bien sur le live, justement, et que vous zoomez un peu dans l'image, vous allez voir que c'est un produit, je vérifie, mais c'est ça, c'est un produit du coup du marché grec un peu, qui est destiné en tout cas au marché grec. Et en France, vous produisez du coup des produits pour combien de pays? En France, à Saint-Malo précisément. 100% des produits sont fabriqués en France à Saint-Malo. Donc tout à l'heure, quand vous parliez des 35 millions d'unités vendues, c'est les 35 millions sont fabriqués sur le site de Saint-Malo et sont distribués par la partie supply à partir, et la partie vente forcément, à partir de Saint-Malo. D'accord, c'est Quel que soit le pays de destination, donc tout à l'heure, Quentin parlait d'à peu près 65 pays de destination en comptant la France, donc 100% part de chez nous, de Saint-Malo. Et tiens, un compte très impressionnant pour le coup. Ouais, c'est impressionnant. Donc on a peut-être, juste pour compléter, quelques produits éventuellement qui ne sont pas produits directement sur le site, mais qui sont, on va dire, des dispositifs médicaux. On en reviendra sur les produits. Peut-être voilà, des mouches bébés, des choses qui ne sont pas forcément notre cœur de métier, mais qui se complètent à notre gamme. Et là, effectivement, qui doivent être exactement pour Moi, je vais aider, voilà. Et donc ça, par exemple, c'est des produits qui sont designés, on va dire, dont la propriété au laboratoire de la mer, mais fabriqués par des sous-traitants du laboratoire. D'accord, ok. Et donc après, il y a un contrôle qualité. Alors là, je vais montrer une image. Après, c'est le contrôle qualité, il est tout au long de la chaîne. Dès que le produit, à partir du pompage de l'eau de mer jusqu'à sa libération et ce qu'on appelle la mise sur le marché, il y a un contrôle qualité permanent. Et donc après, c'est la mise sur le marché. Tout à fait. C'est ça. Et en fait, on le retrouve tout simplement en pharmacie après, en fait, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, en pharmacie ou sur éventuellement des sites internet sur lesquels vous pouvez acheter des produits, on va dire des dispositifs médicaux, des produits sans ordonnance, dont la gamme Physiomère. On appelle des produits OTC. D'accord, c'est-à-dire? C'est l'acronyme anglais en fait qui est de Over the Counter. Voilà, donc c'est tout ce qui est à vendre avant le comptoir, donc c'est-à-dire hors prescription. D'accord, ok. Très bien, on va peut-être pouvoir passer à la partie d'après, puisque sur vos vestes, on le voit, c'est marqué Laboratoire de la mer, ou même sur le logo que les gens voient sur Twitch, c'est marqué Laboratoire de la mer, mais il y a aussi marqué quand même Peringo. Ouais. Qu'est-ce que c'est Peringo? Qu'est-ce que c'est Peringo. Je commence. Ah oui. Périgo, alors Périgo, c'est un groupe, à la base, c'est un groupe américain, qui a été fondé en 1896, si je ne me trompe pas, par Luther Périgo. Donc ça ne s'invente pas, voilà pourquoi le nom. Qui est le fondateur, donc qui a peut-être démarré son activité à Legal, donc dans le Michigan. C'est un groupe donc qui est effectivement, comme tu le disais, Erwan, spécialisé sur les produits donc OTC, donc sur tous les produits à vendre hors ordonnance, donc avant le comptoir en pharmacie, et notamment sur le lait infantile. Aussi aux États-Unis, en fait, Périgo est peut-être beaucoup plus connu aux États-Unis et présent après sur le reste du monde. On va dire que c'est à peu près 10 000 personnes. Alors moi j'avais noté 10 000 employés. Oui, c'est ça, 10 000 employés dans le monde, et après en Europe, on doit être aux alentours des 3 500 à peu près. Alors moi j'ai eu le chiffre en France, 270 collaborateurs. Alors c'est pour la France, pour la France. C'est un peu plus, ouais. Ouais, c'est plus, on est un peu plus de 500 maintenant en France, effectivement, et en Europe, c'est à peu près 3 500 à quelque chose près, là, on va dire, je serais tellement précis. Mais ça reste un groupe assez important, et le siège, en tout cas pour l'Europe, est basé à Dublin.
Et le siège historique pour les États-Unis reste à Legan, dans le Michigan, si je me trompe pas. OK. Tout à fait. Oui, comme vous le disiez, Perrigo, c'est quelque chose de gigantesque. Sur leur site internet, c'est marqué qu'ils ont 14 000 référents. 14 000 références. Alors quand on dit référence, ça veut dire médicament ou ça peut être une dérivation d'un médicament? Ça peut être une dérivation. C'est ça, ça peut être un peu une déclinaison, ça peut être un changement de volume ou donc effectivement, ça peut être un produit, mais dans un format un peu plus petit. 14 000 références, ça reste quand même massif. Et Énorme. sachant que pour l'instant, au niveau du groupe, on a des produits qui sont avec des marques plutôt peut-être globales, donc vous allez retrouver dans tous les pays. Et vous avez ensuite, quand même, dans la stratégie de Perrigo, de garder certains produits qui ont une valeur sur un marché local. Pour donner un exemple, par exemple, Physiomer, ça c'est vendu partout dans le monde, mais on pourrait avoir des produits en Allemagne qui sont très connus en Allemagne et qui vont bien fonctionner et qu'ils vont garder. Ça veut dire qu'on ne connaît pas forcément tous les produits de Perrigo, alors que les gens, finalement, dans le monde entier, peu importe le pays, Utiliser. connaître. Tout à fait. OK. Très bien. Et sinon, petite question aussi. Donc en 2015, le laboratoire de la mer de Saint-Malo, qui était une PME, c'est ça, a rejoint le groupe Perrigo. Alors du coup, qu'est-ce que ça change concrètement de passer d'une PME à un grand groupe international finalement? Qu'est-ce que vous avez connu ce changement-là? Qu'est-ce que ça a impliqué au niveau peut-être de la façon de travailler? Ça fait plus de nouveaux collaborateurs tout de suite, ça fait plus de nouveaux amis à connaître, puisque en fait, effectivement, ça fait aussi appréhender, on va dire, 100% de nos réunions, par exemple en anglais, on en parlait tout à l'heure. Non, ça donne une dimension internationale qui est sans commune mesure, puisqu'effectivement, même si le laboratoire de la mer avant, depuis l'origine, est développé dans les 65 pays, l'acquisition par Perrigo a fait développer une visibilité internationale qui est différente, avec une mise à disposition aussi de moyens, d'outils, qui peut être différent. On peut voir aujourd'hui avec l'investissement, vous montrer la photo du site, il y a un investissement à côté qui est dû en partie, c'est tout avec grâce à la partie financière de Perrigo. C'est vrai. Donc, Je dirais effectivement, comme tu le dis, il y a un côté au final culturel. Oui, déjà, il y a le côté, on travaille dans un groupe en anglais, et donc dans ce côté culturel, comme si il y a beaucoup de personnes, donc en fait, ça aussi, ça amène à travailler en fait un peu plus en réseau. C'est-à-dire que la personne avec qui vous travaillez peut-être auparavant, qui était dans le bureau juste à côté de vous, peut-être que demain, cette personne-là travaille toujours avec vous, mais vous ne dépendez pas des mêmes managers, ou vous ne dépendez pas forcément du même département. Par exemple, moi, je m'occupe des RH, j'ai une personne qui travaille juste à côté de moi, qui est sur la partie RH également, quand en caricature, on dit les RH, on va dire la partie développement RH communément, et la paye. Vous voyez, cette personne n'est pas rattachée au même manager éventuellement, quoi. Et donc, ça amène des relations peut-être qui sont au final un peu plus transverses et un peu moins directes. Et est-ce que par exemple, vous pouvez avoir vous avez, je suppose, plus de contacts avec des gens du monde entier un peu? Oui. Et justement, comme vous l'avez dit, du coup Perrigo vous a concrètement permis d'accentuer le nombre de pays où Ah ouais, alors moi aujourd'hui, mon manager, pour rebondir sur ce que disait Quentin, moi aujourd'hui mon manager il est américain. Donc en fait, on a des réunions de groupe toutes les semaines avec tous mes collègues de la même entité informatique que moi. Effectivement, j'en ai en Australie, j'en ai en Belgique, j'en ai en Allemagne, j'en ai aux États-Unis, etc. Et effectivement, on ne reste plus dans nos métiers que sur franco-français. On s'ouvre avec toutes les équipes, et les équipes sont multiculturelles. Et je me pose une question du coup, le souci du décalage horaire pose pas de souci pour les réunions? Alors pas en France, parce qu'on est pas mal en fait, entre les États-Unis et puis l'Australie, l'Europe, quand on fait des réunions communes, on est plutôt bien placé puisqu'on est à peu près entre les deux. Oui, moi, je vois, il n'y a que peut-être pour l'Australie. Donc, pas question l'Australie. Ça se même ou peut-être dans des TLS, on donne les réunions en même temps. Mais on va dire que ça peut apporter aussi au niveau du groupe quand même aussi cette structure. On a des outils, éventuellement. Là, c'est vrai que t'en parles, il y a la partie humaine, il y a la partie outils. Donc, c'est vrai que ça permet aussi peut-être de structurer les choses différemment, d'avoir accès peut-être à des logiciels, à des outils, qui soient IT ou même d'un point de vue des pratiques aussi, de partager avec des sites industriels où parfois, quand vous êtes un seul site français dans votre coin, peut-être que vous pouvez plus difficilement vous ouvrir et savoir, voilà, vous êtes aussi un site industriel. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous rencontrez les mêmes problématiques? Une problématique de conditionnement, par exemple de packaging, peut-être que sur un équipement similaire, un site en Allemagne avec qui on peut converser et qui fait partie du groupe, on peut échanger, là où on a peut-être moins cette capacité quand on est un seul site français. Alors, petite question, peut-être pour clôturer un peu cette partie sur Perrigo, question plus cool.
mais comment les jeunes font plus attention un peu à la qualité de vie qu'ils peuvent avoir avec leur travail. Ça peut paraître bête comme question, mais est-ce que ça vous permet de voyager, justement, de faire partie d'un groupe international? Est-ce que vous avez des réunions à Dublin, par exemple? Comment Dépend des fonctions. Ouais, ça dépend des fonctions. il y a des chanceux? Alors chanceux, je sais pas en fait, je sais pas. Faire un choix, parce que ça peut être vu comme une contrainte aussi, hein, Mais je pense que je sais pas, pour moi, il y a un avant et après Covid. Avant Covid, les déplacements professionnels étaient, que ce soit même sur notre siège à Paris, à Châtillon, etc. Il y avait des déplacements qui étaient plus faciles. On voyait les gens, les interactions intersites étaient plus faciles. Depuis le Covid, c'est comme plus compliqué. Les déplacements à travers l'Europe et même le monde sont un peu plus compliqués. C'est ça. On voit bien. Donc en fonction justement de certaines fonctions, des gens vont être amenés plus à se déplacer sur la partie marketing, commercial peut-être. Nous, on va le faire au niveau des sites industriels peut-être pour certaines fonctions, comme vous disiez, pour aller étudier, se dire éventuellement on fait des échanges de bonnes pratiques. Par exemple, moi, me concernant, c'est surtout des déplacements France éventuellement au siège. Aujourd'hui, il y a assez peu de relations, on va dire, physiques. On ne se déplace pas ailleurs au niveau du groupe. Ouais, non. Ok. Écoute, Kylian, tu vas peut-être pouvoir enchaîner puisqu'on va passer à la partie de la table, finalement, on va l'appeler comme ça. La table. C'est votre catalogue parce que concrètement, les gens là vont pouvoir voir directement un peu qu'est-ce que vous faites et surtout peut-être reconnaître des produits qu'ils ont déjà utilisés ou qu'ils ont même forcément déjà utilisés, je vais dire, Ouais. parce que c'est quand même assez connu et puis vous n'avez pas forcément, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce marché, en tout cas, C'est vrai que j'en connais très très peu. Hein. Et justement, si je peux me permettre, comme on va passer sur la partie produit, ce que je voudrais, c'est peut-être pouvoir mettre en avant les collaborateurs. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on parle de Saint-Malo, mais on a 2 sites de production. Donc le site un peu, on va dire, historique avec Physiomère, en tout cas les produits qui ont un trait à la à base de mer, mais on a également donc un site à Plélo dans les Côtes-d'Armor, donc qui a été intégré en 2019-2020, ouais, j'avais Un peu, mais j'avais 2020. et donc qui est spécialisé justement sur le remplissage et le conditionnement des huiles essentielles pour la gamme Phytosonarum. Des activités aussi de conditionnement au niveau du groupe. Et donc c'est une trentaine de personnes. Et donc c'est pour ça on va vous présenter plutôt la partie Physiomère, mais on a aussi les huiles essentielles qui sont fabriquées par nos collaborateurs AP. Ok. Très bien, je te laisse prendre la main, Kylian. Donc déjà, à quoi elles servent en fait exactement vos produits? Alors, on va retrouver 2 gammes. Alors, comme disait Quentin tout à l'heure, c'est pour toute la sphère ORL. Donc, le nez, aussi bien on a un autre produit pour les oreilles et on a d'autres produits pour la gorge. Donc là, c'est typiquement un peu plus, on va dire, sur la partie lavage nasal. On va trouver 2 catégories de produits. On va parler de produits hyper et puis de produits ISO. Donc, on va grosso modo sur des pathologies, pour ne pas rentrer dans les détails, nez bouché et lavage au quotidien. Parce qu'on se rend compte que le lavage au quotidien de son nez, Préventif un peu. préventif, ça permet de mieux dormir pour les gens qui ont des allergies, de se nettoyer le nez avant de se coucher le soir pour ceux qui ont des chats, des allergènes. C'est pas anodin de se nettoyer le nez. Mon fils est dans ce cas-là, donc je connais bien. Mon père. On est un fort positionnement aussi sur la partie Physiomère Baby, donc avec le mouche bébé et puis ici sur les unidoses, le lavage nasal. Alors peut-être que ça parle beaucoup plus ça sur les jeunes parents. Oui, c'est vrai, exactement, ouais, que je connais bien. Donc avec des gammes de produits un peu plus roses, vous voyez, on met. Et puis on a une gamme aussi avec des potions, donc par exemple de l'eucalyptus, des choses comme ça, quoi. Et donc ce produit-là, finalement, c'est le plus best-seller, un peu, on va dire ça comme ça. On va dire que oui, celui-ci, c'est le plus, peut-être le plus classique ou le plus répandu. Donc il est isotonique, donc c'est pour un usage courant, ça peut être quotidien. Le lavage au quotidien. Voilà. Et c'est un peu une question de, comme tu dis, de pathologie. On va avoir donc hypertonique, qui a une concentration un peu plus importante en sel. Donc le but justement, c'est une action mécanique, hein, c'est pour essayer d'aider à déboucher, à vider le nez. Et les voies. Et donc vous avez après, comme tu le disais, hein, la partie avec les huiles essentielles. Donc là, on complète avec de l'eucalyptus aussi pour avoir un effet pour améliorer la respiration. Tout à fait. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on est très enrhumé. Après, vous avez des produits comme celui-ci, qui est le G-Fort, qui va être plutôt pour tout ce qui est post-opératoire, qui va être beaucoup utilisé pour les personnes qui ont pu être opérées ou qui ont des grosses pathologies. En tout cas, sur un volume assez important et un G fort. Du coup, toujours sur les bras ouverts. Voilà, exactement. Tout à fait, des produits comme là, la gamme Physiomère Express de poche. Ça veut dire quoi déjà, ORL? Oreille, larynx,
Je me demande ça parce que moi aussi, je sais jamais. À chaque fois, je sais jamais dans quel ordre, mais en vrai, c'est tout ce qui est au niveau de la gorge et des oreilles. En fait, ça va être les voix au niveau le bas du nez, des oreilles et là, la respiration voilà, des laryngo, exactement. Très bien. Parfait et du coup, ouais, Et puis des petits produits comme ça aussi qui sont très très bien. Ça, c'est des projectionnants, des petits pockets 20 ml. Ça, c'est très très bien. Vous le portez avec vous, vous avez un peu le nez bouché. On peut repartir avec après ou pas? Mais c'est bossé là. On va à négocier. les gagner, car tout se passe bien. Non, je plaisante. Concernant la concentration en eau de mer de produits, on est sur quel ratio? Alors, sur de l'ISO, ISO hyper, on a 2 tenants, c'est du 35, je crois, en hyper. Ouais. Est-ce que du coup, ISO, ça veut dire que c'est toujours à 100% d'eau de mer, mais avec des concentrations de sel différentes? pas que du sel, il y a je dis avec les Paramètres, après, ouais, en tout cas, dans tous les détails, mais effectivement, ça va être la concentration en sel. En fait, quand on dit hyper ou isotonique, on va dire que c'est un pH assez, je vais pas dire neutre, mais qui se rapproche de la muqueuse naturelle. La muqueuse naturelle. Et après, quand on parle d'hypertonique, justement, c'est plus salé pour permettre justement l'extraction, la libération, avec des grammes, en tout cas un taux de sel différent. Honnêtement, ça peut être assez différent en fonction de la gamme de produits. Moi, je suis pas suffisamment compétent, hein. Ouais, moi, pour vous dire sur les éléments mais ouais, très transparent. Ouais, et puis peut-être juste pour terminer, ouais, la gamme Phytosun, du coup, Ouais. comment là, il y a pas de question a priori, mais présenter juste cette gamme, Phytosun parce que c'est vrai que, pour certaines personnes et ça c'est peut-être le plus connu, certaines personnes ont peut-être plus des rhumes, d'autres, utilisent plus des huiles essentielles. Donc vous pouvez peut-être entrer les produits et les mettre un peu plus en avant. Sachant que c'est, je dirais en plus, ça peut être des produits qui sont assez quelque chers, oui, pour très connus parce que vous allez avoir tout ce qui est huile végétale, oui, comme l'amande douce, ça peut être utilisé par les jeunes parents ou pas seulement, pour les gens qui ont besoin d'être hydratés avec des produits qui ne sont pas forcément allergènes. du Ravinsara. Voilà, ou du Ravinsara sur des huiles essentielles peut-être plus classiques, de l'amande poivrée. En fait, on est sur tout ce qui est huile unitaire. Après, c'est le format qui va changer. Et après, vous allez retrouver tout ce qui est huile essentielle éventuellement aussi pour les, j'ai perdu le terme, les diffuseurs. Les diffuseurs où vous allez avoir là, des mélanges ou Mélange, ouais, type bien dans les genre les trucs que vous avez à l'année. Exactement. Donc finalement le petit référence comme ça, Quentin, tu disais tout à C'est l'heure, là, 80 huiles, un peu plus de 190 huiles sur plein d'huiles différentes. Donc après, qui peut être conditionné comme on faisait sur des formats ou sur des mélanges différents. donc le petit bilan qu'on peut faire de tout ça, c'est que tous les produits qui sont là sont bretons. Oui. Et les 3/4 du coup, tous les produits Physiomer viennent de l'eau de mer qui est juste derrière et qu'on voit justement derrière nous. Jeanne Fino. Notamment sur cette caméra-là, c'est breton, c'est juste à côté, c'est pour ça aussi c'était intéressant de venir là. Très bien, bah écoutez, je pense que on a fait le tour du catalogue. Si pour vous on a fait un tour, c'est parfait. On va pouvoir passer au débat et vous allez pouvoir justement aussi débattre dans le chat, le débat de l'intelligence artificielle justement. Alors écoute, Kylian, je te laisse peut-être commencer par parler et présenter la définition de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est toujours ChatGPT, Midjourney, etc. Mais Ça, c'est un outil. c'est des outils, oui. Et la définition même, quand je l'ai lu, j'ai fait ça fait peur. Tu vas voir. Vas-y. La définition selon le Larousse, ensemble des théories et des techniques mises en œuvre pour réaliser des machines dont le fonctionnement s'apparente à celui d'un cerveau humain. C'est vrai que c'est un peu flippant. C'est un peu flippant de savoir qu'apparemment un cerveau humain. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette définition? N'hésitez pas dans le chat à interagir justement avec nous, nous poser des questions ou de contredire si vous êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Surtout vous, en fait, Erwan. Ah là, je m'intéresse à toi, votre domaine. Alors pas que, parce qu'effectivement, alors l'intelligence artificielle, déjà, ce qui était en préambule quand on discutait, c'est pas nouveau en fait. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression, parce que c'est 1950 en fait, la naissance de l'intelligence artificielle. Alors je disais en fait, c'est un faux anglicisme, parce que c'est pas intelligent. C'est la définition qu'on a fait. Ça sur des données, en fait. Ça se base que sur des données, c'est des zones neuronaux, etc. Donc tout le monde est habitué petit à petit depuis des années et des années. Là, les gros changements que l'on voit depuis ces dernières années, et je pense que c'est qu'un début, c'est quand on a ajouté la voix, c'est-à-dire la commande vocale, de pouvoir interroger ce qu'on appelle dans notre outil l'intelligence artificielle de façon naturelle. Mais effectivement, avant, on avait des commandes, on tapait sur notre clavier des petites commandes, et c'est toujours la façon dont on interroge où on va avoir plus ou moins une réponse. Donc oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est dans notre quotidien à tous. Je pense que c'est... Alors, si on a réfléchi justement à ce débat-là, ce que ça peut paraître un peu hors sujet, mais en fait, pas du tout. Vous êtes une entreprise un peu
comment dire, qui fait travailler du personnel sur des tâches, répétitives. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire dans le débat, comme on dit, débat national, international, que, c'est ce C'est type souvent les jobs-là qui vont prendre le plus cher avec l'essor de l'intelligence artificielle. ça peut être dit comme ça, oui, mais c'est Ouais, c'est une alors c'est une vision un peu tronquée, en fait, parce que justement, peut-être pour illustrer ça, excusez-moi de vous couper, j'ai une petite image justement d'un bras robotique. Alors je sais pas s'il y a de l'IA finalement là-dedans, pas du tout? pas du tout, c'est de l'automatisme pur. Oui, c'est le robot de la Z. Oui, ouais, non, tout à fait. Donc en fait, non, ça du tout, il y a aucune intelligence artificielle, il y a un automatisme. Ce robot, il est chez nous depuis, allez, on va dire 10 ans, que moi, c'est de la programmation. La programmation est simple. J'ai peut-être la même crainte, là après, c'est pour débat, mais que les gens avaient sur l'automatisation. En fait, un bras comme celui-ci, en tout cas un robot qui est utilisé, le but c'est de soulager les personnes qui travaillent sur des tâches répétitives ou sur des choses qui n'ont pas forcément entre guillemets de valeur ajoutée. Se casser le dos à porter tous les jours des charges lourdes ou des palettes ou des cartons, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Donc après, je comprends que pour les personnes qui à un instant T, comme il y a plusieurs dizaines d'années, quand ces technologies sont arrivées, se sont dit ça va me prendre mon travail. Ce qui a peut-être été le cas, parce qu'après il y a des transitions parfois qui peuvent être longues. Et en fait, c'est que c'est des emplois pour moi qui plutôt évoluent. C'est-à-dire qu'on détache cette personne pour qu'elle soit ensuite sur des missions peut-être différentes et à valeur ajoutée. Peut-être qu'au final, cette personne, elle va travailler sur la maintenance de ce robot et comment je fais en sorte qu'il fonctionne correctement avec des tâches annexes autour, au sein de la production. Donc, à un instant T, on peut dire ça va supprimer mon poste. Pour moi, c'est plutôt une évolution. Comme l'IA, il a arrêté la répétitivité, ça va peut-être du coup arrêter des missions, des activités dans le poste de certaines personnes. L'objectif, c'est derrière comment, au final, on maintient cet outil ou ce moyen, comme on disait, et qu'est-ce que ça peut générer aussi en termes de temps pour travailler sur des missions à valeur ajoutée. À valeur ajoutée. Ou plus à valeur ajoutée. On a toujours eu peur avec tous les essors technologiques. Alors l'IA, elle condense beaucoup, parce que je pense que c'est une des plus grandes évolutions de ces au moins 50 dernières années. Ça condense tout, hein, ça condense de smartphones, Internet, tout ce qu'on a connu, le Minitel, face à tout en une seule fois, et c'est hyper rapide. Aujourd'hui, L'évolution, elle a été fulgurante. elle a été fulgurante. Aujourd'hui, on estime à peu près que 85% des étudiants utilisent une fois par semaine l'intelligence artificielle. Alors à quelle fois, je ne sais pas, mais il y a 85% des étudiants en France qui utilisent une intelligence artificielle au minimum une fois par semaine. Donc ça veut dire que ne pas le prendre en compte, nous, dans nos relations, que ce soit au travail, etc., c'est anecdotique. De se dire que je ne veux pas entendre parler de l'intelligence artificielle, on peut faire un parallèle, c'est comme si tu disais, il y a 10 ans ou 20 ans, quelqu'un qui dirait je veux pas rentrer les smartphones dans ma société. C'est une aberration. C'est con. C'est ça, le débat, c'est peut-être, à mon sens, hein, à mon petit niveau, c'est plutôt sur l'utilisation, L'accompagnement, la formation, à quoi ce exactement dans les écoles, la crainte qu'on peut avoir ou que l'éducation nationale peut avoir, les professeurs peuvent avoir, il y a à juste titre, mais si au final, c'est pour pas avoir de réflexion de la part de l'étudiant et qu'il utilise l'IA, qu'est-ce qu'il en a compris? Là où en fait le but est peut-être de former à qu'est-ce que peut apporter l'IA à l'étudiant, bah effectivement, si ça lui permet de faire des comparaisons, d'aller chercher éventuellement des données qu'il n'aurait pas trouvées peut-être par lui-même ou d'agréger peut-être une synthèse pour après se l'approprier en fait des choses. Là, je pense qu'on gagnerait en fait à peut-être s'édier comment utiliser l'IA et l'utiliser comme un véritable outil. Bah, c'est ça en fait. Là, c'est vraiment quelque chose qui est là pour t'appuyer plutôt que pour faire ton travail à ta place. Exactement. Et je pense que beaucoup qui ont essayé de faire ça, moi en vrai, le premier, j'ai déjà essayé, le résultat est plus qu'approximatif en fait. On peut vraiment l'utiliser que pour une aide et un soutien, c'est tout. En fait, l'idée aussi de l'IA, par exemple, pour un étudiant, c'est que suivant les outils, parce qu'il y a plein d'outils dans l'IA, suivant ce que tu veux comme robot, mais c'est de dire, l'étudiant, il donne ses cours, entre guillemets, à l'IA, et il lui dit, grosso modo, j'ai pas compris quand mon professeur en physique était devant moi, voilà son cours, et essaye de me retraduire dans une autre façon d'expliquer le cours. Et l'IA va être capable d'aller chercher à différents endroits, d'expliquer le cours, mais de le faire à sa place et de le rendre plus intelligent ou moins intelligent, non. C'est Synthèse ou différemment, parce que justement cette IA va avoir accès avec ton cours et tous les supports que tu as mis depuis le début de l'année dans ton petit moteur, plus tout ce qui existe autour, d'être en capacité d'expliquer différemment que le professeur, etc. Mais ça va pas le rendre plus intelligent ou moins intelligent. Appliqué, à votre, entreprise et même à votre groupe, pour le moment, est-ce que l'IA, c'est quelque chose, dont on parle au sein de votre entreprise, peut-être le laboratoire de la mer, mais même Perigo en général? Alors, au niveau du groupe, oui. peut-être le Sperigo. Aujourd'hui, oui, au niveau du groupe, oui, tout à fait.
Alors pareil, hein, Gros fait bantam plutôt. ouais, alors l'utilisation, tout à l'heure je donnais un chiffre sur les étudiants, ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire l'utilisation cachée, des utilisateurs dans une société de l'intelligence artificielle, c'est 60. À peu près 60. On estime en France que 60 des collaborateurs dans une société ont utilisé l'intelligence artificielle gratuite, style ChatGPT, pour tester au moins une fois. Or, en fait, c'est ça qui est un peu dommage parce qu'on parle de confidentialité, on parle de données, et en fait, de ne pas accompagner nos collaborateurs, eh ben, ça permet enfin, ça, ça engage le collaborateur à les regarder par lui-même sur des versions gratuites. Et il ne faut pas oublier que quand c'est gratuit, le premier truc que fait c'est ChatGPT, c'est qu'il récupère vos données et il les met à disposition des autres. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est C'est toi le produit. Exactement. Exactement, tout à fait. Et c'est peut-être, je dirais, le premier frein. Alors, je sais pas, je vais pas parler forcément du groupe, mais dans les entreprises, est-ce que je peux comprendre vers les services informatiques, en fait, Ouais. de la sécurité? Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a des solutions qui doivent être mises sur le marché, mais qui sont détenues par des entreprises privées ou effectivement, par exemple, c'est un produit, hein, donc c'est un peu y avoir un échange de données ou de récupération. Et là où pour l'entreprise, c'est des données qui peuvent être confidentielles. Là, en tout cas, Ouais, mais en fait, c'est de la sécurité qui freine un peu. ouais, mais sur la sécurité, aujourd'hui, c'est un accord de marché, donc c'est un accord client-fournisseur. Donc aujourd'hui, quand on va travailler avec des outils comme les produits Cisco, les produits Microsoft, on ne se pose pas cette question. Donc demain, on va travailler avec des sociétés, des outils spécialisés en IA. Donc on aura un contrat entre ces sociétés et nous, et donc nos données seront protégées, respecteront les données RGPD, forcément en Europe, etc. Donc il y a encore un petit niveau à enlever de crainte, effectivement. Si, une nouvelle fois, comme je disais tout à l'heure, les collaborateurs utilisent des versions gratuites, là, il y a une vraie crainte de perte de données. Mais si les sociétés mettent à disposition des vraies plateformes, des vrais outils, donc nous, chez Perigo, on a un ChatGPT inter. C'est là où je voulais en venir. Vous m'avez dit que Perigo avait mis en place un ChatGPT. Donc, C'est un quoi la différence finalement entre un ChatGPT version Perigo et un ChatGPT qu'on trouve sur Internet, même si on le paye forcément. Alors le ChatGPT que l'on va trouver chez Perigo, il est propre à Perigo. Les données qui sont dedans ne sortent pas. C'est par mimétisme que dans des données Perigo qu'on alimente avec notre propre données. Et les données qui sont dedans ne vont pas servir à d'autres clients. Quand tu as un ChatGPT que tu installes sur ton téléphone en version une nouvelle fois gratuite, les données que tu saisis, les questions que tu saisis, les réponses que tu as sont partagées avec l'ensemble de la communauté. Donc alors, il y a Mistral aussi, apparemment en France, on parle beaucoup de ChatGPT, etc. Mais il y a plein. Ici, c'est en Europe. Et C'est pas très connu pour le groupe public. pour le public, c'est pas très lent. Mais non, c'est vrai que moi j'avais entendu une chose, donc finalement c'est un peu ça que vous dites avec le ChatGPT de Perigo, c'est j'avais entendu une chose que quand c'est installé en local en fait, une IA, que ce n'est pas raccordé finalement à Internet, c'est beaucoup plus sécurisé en fait. Exactement. Après, effectivement, il faut la faire évoluer, puisque là, on parle de ChatGPT 5, 6, etc. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui ont leurs propres outils en interne devront faire les évolutions aussi pour tirer profit, effectivement, de toutes les évolutions. Puisque si c'est comme tout produit, tu restes dans ta version précédente, et forcément, tu vas avoir moins de bénéfices. Ok. Oui, ça peut être le problème de rester en vase clos. Tout à fait. Est-ce que vous pensez, alors là c'est un avis personnel, est-ce que vous pensez que l'IA sera d'ici 5 ou 10 ans dans votre entreprise vraiment implantée et prendra une place aussi importante que l'automatisation? Là c'est un avis personnel que je vous demande, qu'est-ce que... Alors moi, je suis plus catégorique. Je pense, c'est mon avis personnel, quelle que soit la société, si la société ne se dirige pas vers l'IA et pas dans 5 ou 10 ans, déjà dans les 6 à 12 mois, c'est une erreur stratégique. Ok. C'est une erreur stratégique. C'est aujourd'hui, l'IA est au cœur, parce qu'on parle, là, vous avez montré des robots, etc. Mais l'IA, ça peut être au cœur aussi de toute la partie ressources humaines. Hein. Ouais, un collaborateur qui va, avec un chatbot, venir interroger des outils de ressources humaines pour les congés, pour des questions juridiques, etc. Il y a toute une partie intelligence artificielle aussi qui est dedans, quel que soit le métier, hein, quelle que soit la formation, etc. hein. Donc, Et c'est vrai que là je repense à quelque chose, mais je recherche actuellement d'emploi et je sais que sur La Bonne Idée, justement la chaîne, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent et qui cherchent des emplois. Souvent quand on se renseigne pour comment savoir faire un CV et tout ça,
on commence de plus en plus à avoir un truc qui se place. Je pensais même pas au générateur de CV, mais le fait que les entreprises utilisent des AEVE, je sais pas quoi là. Mais apparemment, c'est pas forcément vrai ça. C'est des IA apparemment qui vérifient qu'il y a tel ou tel mot dans le logiciel, pour pouvoir trier automatiquement. Alors après, c'est surtout par rapport, je dirais, pour moi, c'est assez classique. Après, je parle sous le contrôle de l'informatique. Dans ce genre de système-là, en fait, ça va rechercher des mots-clés. Donc c'est vrai que par rapport à l'annonce à laquelle vous allez postuler, votre CV, mais je dirais, c'est un peu comme quand vous le rédigez vous-même. Il faut que si sur l'annonce, c'est marqué, j'en sais rien, on recherche un commercial avec tel type de compétences, dans votre CV, quand ça va rentrer dans l'ATS ou dans l'outil, en tout cas, de recrutement, vous allez mettre votre CV, bah, le système va aller lire: est-ce que je retrouve les mots-clés que j'ai besoin dans mon annonce? Et donc du coup, est-ce que je retrouve que la personne a bien dit en tant que commercial? Est-ce qu'elle a bien X années d'expérience ou pas? Et c'est vrai qu'au final, si c'est mal rempli, comme si vous le faites à la main ou avec une IA, l'ATS, il va dire, éventuellement par rapport à mes critères, ça ne correspond pas. Donc il va peut-être plus facilement écarter et ne pas mettre en avant ces CV-là. D'accord. Donc après, par rapport à l'IA, je suis pas compétent. Je sais pas dire si ça peut trier ou pas, si ça a été fait par une IA, je pense pas. Mais finalement, c'est un peu ce que vous voulez dire, c'est que IA ou humain, c'est la même chose en fait. Le but, c'est de rechercher une personne qui a telle ou telle compétence. C'est ça, et de mettre en avant en fait des compétences que l'on a vis-à-vis d'une offre en fait auquel on postule. Donc pour moi en fait la question ou la réponse plutôt c'est de le personnaliser. C'est de mettre en avant ce qu'on sait faire, ce qu'on a pu déjà mettre en place ou éventuellement ce qu'on aimerait faire. Dans une lettre de motivation, ce qu'on pourrait faire ou développer. Et là, ça va aller rechercher éventuellement par mots-clés, ça peut ressortir. Et c'est là en fait tout l'intérêt. Donc l'IA peut peut-être permettre de commencer à préparer son CV ou sa lettre de motivation. Mais derrière, c'est comment je la personnalise et je la rends intéressante pour l'entreprise. Et l'IA peut aussi, même pour les recherches d'emploi, dans ma région, dans ma ville, je recherche ce type d'entreprise, et ça va me donner une liste, et du coup je sais où est-ce que je vais aller postuler, où est-ce que je vais aller envoyer mon CV. Je pense qu'il y a des deux côtés. De toute façon, on est gagnant des deux côtés. C'est ça. Mais toujours. Toujours. Très bien, écoutez, je sais pas si tu as d'autres questions, Marie-Kylian. C'est vrai qu'on a fait un sacré tour quand même sur ce sujet-là. C'était très intéressant en tout cas, d'avoir un avis aussi de gens qui sont en condition et qui voient peut-être un peu, nous c'est sûr qu'on est jeunes, on voit l'arrivée de l'IA dans nos vies. Mais pour le coup, on aurait connu ça presque dès l'entrée en fait dans mon titre religieux, oui, tout à fait. On n'aura jamais connu l'avant du coup. C'est ça, et puis vous qui êtes déjà en emploi, voir comment ça va évoluer peut-être avec le temps. Bon, je trouve ça très intéressant en tout cas comme débat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, ouais, complètement. Sinon, du coup, pour finir, peut-être il nous reste une dizaine de minutes, même pas. On va parler des emplois justement, parce que vous le disiez, le siège, le siège du laboratoire de la mer, l'entreprise, je sais pas comment dire, le local, La société, le laboratoire là même. en dur quoi, du laboratoire de la mer est en train d'évoluer. En tout cas à Saint-Malo, on le voit. C'est juste à côté, pas très loin de la mission locale justement. On voit très bien que ça pousse tous les jours. Donc ça veut sûrement dire que vous cherchez des nouveaux emplois. Alors j'ai juste une petite liste, je la fais rapidement en mode rap un peu parce que c'est pour vous montrer le nombre de postes qu'il y a. J'étais impressionné de voir ça. Alors c'est pas forcément la fiche que vous m'avez donnée récemment, mais c'est sur la page du site internet. Ouais, la page carrière. Personnel de production, assurance qualité, contrôle qualité, maintenance, sécurité, approvisionnement et logistique, achat, réglementaire, commercial et marketing, packaging, ressources humaines et personnel, finance, validation, informatique, innovation et formulation. Ça en fait des jobs. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment parmi tous ces postes? Parmi tous ces postes, dans ces familles d'emploi, on va rechercher, et ça va peut-être reboucler avec une de vos questions au démarrage, c'est quoi l'intérêt d'être dans un groupe? L'intérêt d'être dans un groupe, c'est je pense que le laboratoire de la mer, tout seul, il y a quelques années, ces investissements-là, financièrement, il aurait peut-être pas pu les faire. Aujourd'hui, on est porté par un groupe qui a des ambitions, qui veut développer la marque, qui veut développer des volumes. Et donc, ça nous permet d'avoir effectivement un agrandissement au niveau du site. Et donc, on va recruter sur différents métiers. On va recruter aussi bien des opérateurs de production, des régleurs, des chefs de ligne. On va recruter des personnes donc plutôt côté magasin, logistique, des magasiniers, des personnes qui vont être plutôt spécialisées en expédition. On recrute également sur les métiers de la qualité, donc en contrôle qualité au laboratoire. On va recruter en SSE. On cherche aussi une personne pour travailler sur toute la partie santé, sécurité, environnement. Qu'est-ce que je peux oublier? On va y voir, c'est tous les métiers en de la maintenance, exactement. Justement, vous avez vu les robots, les équipements. Donc, on va chercher des personnes pour pomme et l'équipement, donc en maintenance. Des managers aussi pour encadrer ces équipes, parce que forcément, si on croit, on a besoin de personnes encadrantes. Et ça sur différents rythmes, aussi bien donc en 2-8 sur la journée
sur du week-end également, parce qu'on va être amené à se développer sur donc du travail le samedi-dimanche. On sera des personnes qui seront dédiées au travail du samedi-dimanche. Voilà, et aussi des recrutements parfois de nuit sur lesquels on peut avoir besoin sur des rythmes un peu atypiques, mais qui peut permettre aussi à tout le monde et par rapport à son rythme de trouver son compte. Ce qui, on va dire, est peut-être OK pour moi sur du travail en journée, ne l'est peut-être pas pour d'autres personnes. Et je sais que j'ai des collaborateurs qui vont être que de nuit ou de week-end et qui vont s'épanouir et qui vont dire, bah, moi, par rapport à ma vie, mon côté perso, bah, ça me permet d'allier, j'en sais rien, des projets, ma vie de famille. Et donc voilà, on va recruter sur tous ces métiers et sur différents rythmes horaires. Déjà récemment, en fait, sur cette année et l'année dernière, vous avez déjà beaucoup recruté, c'est ça? On a recruté alors beaucoup, toute proportion gardée, mais je dirais depuis 2023, 2024. Comment? Plus que la normale, peut-être? Je sais pas ce que c'est que la normale. Les entreprises qui recrutent beaucoup plus que nous, il y en a effectivement qui sont peut-être pas dans des dynamiques, qui leur permettent de recruter, mais comment? Peut-être plus par rapport aux autres années. Peut-être, voilà, par rapport à d'autres années. En tout cas, par rapport, au laboratoire, l'année dernière, donc on a eu à peu près une vingtaine de recrutements. Je dirais plutôt CDI, ça n'enlève pas, non, là, ça ne comprend pas l'intérim, par exemple. On peut avoir des besoins aussi intérimaires, ponctuels pour, des tâches, spécifiques, pour de l'accroissement d'activité, des remplacements, des départs et donc ça va être à peu près, même en intérim actuellement, on va avoir un volume assez important et on sait qu'on va recruter également sur de l'intérim pour les week-ends parce qu'on ne pourra pas compléter que par du CDI. Donc oui, c'est une vingtaine de recrutements, je dirais, sur l'année précédente. Alors au total, avec le site de Saint-Malo et de Plulo, oui, on est aux alentours de 180 personnes. Ouais, donc c'est vraiment une entreprise qui recherche activement. et on recherche activement et on cherche justement, du personnel, en continu parce que, voilà, c'est la vie d'une entreprise. On peut avoir des départs, on peut avoir effectivement aussi des collaborateurs qui évoluent, hein, chez nous, qui, changent de métier et donc éventuellement par jeu de chaise musicale, on doit aussi pouvoir remplacer, Et aussi, ces personnes. il y a un grand groupe, quelquefois il y a des opportunités en fait d'évoluer dans son métier, d'aller faire autre chose. Je voulais parler de ces avantages-là. Vous avez parlé tout à l'heure de CSE, c'est les comités d'entreprise. Oui, c'est ouais, tout à fait. Quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des sorties organisées, Ah oui, du team building, comme on dit? Après, ça dépend de quand on parle. Il y a le CSE. Donc, effectivement, le CSE, je dirais billetterie, éventuellement des sorties, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'autre, le CSE? Des billetterie à la piscine, les cinémas, les activités sportives. peu qu'on peut connaître, je dirais, de manière assez classique, hein. Il y a une activité qui est faite, par exemple, chaque Noël, organisée par le CSE. Et au niveau peut-être de la direction, du laboratoire de la mer, on va avoir, par exemple, un événement par an sur lequel on va regrouper l'ensemble des collaborateurs pour leur donner un peu les chiffres, tout ce qui faire un bilan de l'année, faire un bilan aussi de ce qui va se passer sur l'autre partie de l'année pour donner de la projection et on essaie toujours d'avoir une action, un peu de cohésion. Donc cette année, c'était un peu en mode la grande enquête, un peu un, comment on dirait, un escape game en quelque sorte. Une enquête donc, avec l'ensemble de nos salariés sur le site de Plélo, sur lequel on a une entreprise qui est venue faire un scénario, donc un peu l'enquête comme si un crime s'était passé sur le site. On a eu voilà, d'autres activités, on essaie de changer un peu tous les ans. On va avoir des événements aussi, la communication et le service RH est très impliqué, par exemple, sur les fêtes de Noël, Halloween, sur Pâques. Et on essaie de rythmer un peu l'année sur des jeux concours, des événements qui regroupent les salariés. Des événements sportifs. Des événements sportifs, on va bientôt aller à l'Europe, Octobre Rose, voilà. On va sponsoriser des collaborateurs, des collaboratrices pour effectuer on a des courses. Voilà, ça peut être un peu le type d'avantage qu'on propose. Écoutez, très bien, je pense qu'on arrive au bout de cette interview. Oui. Pour retrouver peut-être toutes les offres d'emploi, ou s'il y a des Malouins qui nous écoutent ou qui vont nous regarder sur YouTube, c'est directement sur France Travail ou par la mission locale, évidemment. Oui. Ça arrive, la mission locale, les événements auxquels on peut participer aussi sur la région. La page, directement sur la page carrière aussi, donc Périgo, et j'ai envie de dire, même pour ceux qui le souhaiteraient éventuellement, même directement au laboratoire de la Labarre, s'ils souhaitent déposer un CV et qu'ils sont sur la région, au contraire, ils peuvent se présenter. Parfait. Et les travaux, juste une petite Ok. question, les travaux de fin de Périgo, c'est pour quand? La fin des travaux, alors 2026, on va dire véritablement terminé, on va dire. Ouais, 2026. Ouais. La courant 2025, déjà physiquement, ça devrait ressembler à autre chose. Alors 2025, oui, effectivement, mi-2025, déjà l'extérieur sera fait. Et après, il nous restera l'intérieur avec toutes les machines. Donc véritablement, une mise en service, on va dire 2026, début mi-2026. Donc, bon, après, c'est de voir ça.
Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Quentin, merci, Erwan. Oh, on a le plaisir. Merci pour votre accueil à la mission locale et également à l'Escale Océania. Mais oui, bah, merci, encore un grand merci du coup déjà à vous, votre entreprise évidemment, donc le laboratoire de la mer, du groupe Perrigo et aussi comme vous l'avez dit à l'Escale Océania qui nous a permis d'avoir ce lieu absolument magnifique. Voilà, la nuit est en train de tomber, ça se voit un peu sur les caméras, mais on a quand même bien profité de la mer et je pense que sur Twitch aussi vous avez pu profiter de la mer. Donc pour information, cette, interview sera rediffusée sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Il reste aussi également disponible en rediffusion sur Twitch. Exactement, pendant je sais plus, une semaine, un truc 2 semaines, il me semble. 2 semaines, voilà. Donc vous avez le temps de voir cette émission. Et ben écoutez, merci beaucoup à vous. Merci et puis, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, bah, écoutez, comment on dit? Bonne, soirée à vous, hein, de toute façon il fait déjà nuit, là. Exactement. On va aller commencer. Merci à vous. Allez, on peut dire au revoir à la caméra. Merci à tous.